Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo pleine de révélations qui va vous surprendre. Aujourd'hui, un des plus grands génies de la musique, Carlos Santana, à 77 ans, décide de tout nous avouer. Mais qu'est-ce qu'il nous cache depuis tout ce temps? Vous avez bien entendu, c'est un secret que nous suspectons tous, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, restait bien gardé. Alors, si vous êtes prêts à découvrir la vérité cachée derrière cette légende, restez bien avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de scoops. Vous ne voudriez pas manquer ça, croyez-moi. Carlos Santana est né le 20 juillet 1947 à Autlán de Navarro, Jalisco, au Mexique. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans la musique, apprenant à jouer du violon à 5 ans et de la guitare à 8 ans, sous la guidance de son père, un musicien mariachi. Son frère cadet, Jorge, a également choisi une carrière de guitariste. La famille Santana déménage fréquemment, passant d'Autlán à Tijuana, une ville à la frontière des États-Unis. Ces déplacements constants et les traversées de la frontière représentent de grands défis pour Carlos. Malgré ses difficultés, il trouve du réconfort et de l'inspiration dans la scène musicale locale. Sa mère lui fait découvrir les TJs, un groupe pionnier de rock'n'roll dirigé par Javier Batiz. À 12 ans, Carlos commence comme roadie pour le groupe, puis le rejoint en tant que bassiste avant de se tourner vers la guitare dans un autre groupe de bar. Batiz et les TJs l'introduisent au blues avec les œuvres de T-Bone Walker, Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf et James Brown. Son père, musicien, implique Carlos et ses frères dans divers petits boulots comme vendre des chewing-gums, cirer des chaussures, puis interpréter des chansons folkloriques mexicaines. Le parcours musical de Santana débute avec ses premières performances, souvent en accompagnant son père dans des bars, où il est exposé à des scènes difficiles, parfois violentes, dont une impliquant un policier et une prostituée. Le déménagement suivant de la famille les conduit à San Francisco, où le père de Santana trouve un emploi stable. En octobre 1966, Santana forme le Santana Blues Band, qui, dès 1968, commence à mélanger diverses influences dans leur blues électrique. Santana décrit cette période comme une sorte d'université, car il est exposé à une gamme variée de styles musicaux de Sly Stone et Jimi Hendrix à Tito Puente et Miles Davis. Les influences musicales de Santana incluent des légendes du blues comme B.B. King et John Lee Hooker, ainsi que le guitariste de jazz Gabor Szabo. Le travail de Szabo, notamment sa composition Gypsy Queen, a profondément marqué le style de Santana, menant à son incorporation dans son hit de 1970 Black Magic Woman. Santana a rendu hommage à Szabo avec le morceau Mister. Szabo sur son album de 2012 Shapeshifter. D'autres influences clés pour Santana sont Jimi Hendrix, Mike Bloomfield, Hank Marvin et Peter Green, Bloomfield étant un mentor direct. Il n'avait en réalité aucune envie de quitter le Mexique, ni d'assister à ce qu'il percevait comme un collège américain ennuyeux. En repensant à ce déménagement, Santana a déclaré à Rolling Stone « Je traînais avec des gars plus âgés et des prostituées, je mangeais quand je voulais, je dormais quand je voulais. Fréquenter un tas de gamins pour parler de trucs futiles, hors de question. » Ce changement de décor l'a laissé profondément en colère et frustré, et sa rancœur envers sa famille a grandi. Il était tellement bouleversé qu'il a même refusé de manger, accablé par ses sentiments de trahison et de perte. Les choses ont empiré lorsque Santana a découvert que l'argent qu'il avait économisé avec tant de peine, destiné à payer ses papiers d'immigration, avait disparu. Sa petite fortune avait disparu parce que sa mère l'avait utilisée pour payer les soins dentaires de sa sœur. Santana était dévasté, mais il restait un petit rayon de lumière. Sa mère avait laissé $300, suffisamment pour acheter une guitare Stratocaster qu'il désirait depuis longtemps. Cependant, lorsqu'il a demandé à récupérer les $300, espérant réaliser l'achat, sa mère lui a révélé qu'elle avait dépensé le reste de l'argent pour le loyer. Enragé et se sentant profondément lésé,
Santana a pris les 20 dollars que sa mère lui offrait et s'est enfui à Tijuana. Là, il est revenu à sa vie d'avant, travaillant dans les clubs de striptease qu'il connaissait bien. Pendant 1 an, il a vécu séparé de sa famille jusqu'à ce qu'il le retrouve et le force à revenir aux États-Unis. Ils m'ont en fait kidnappé, se souvient Santana. Ils m'ont mis dans une voiture et m'ont ramené. À 14 ans, il en avait assez de jouer dans des lieux qui le rendaient vraiment malade, et il est parti de son côté, gagnant 9 dollars par semaine en accompagnant musicalement des stripteaseuses, travaillant de 16 heures à 6 heures. Après un certain temps passé dans cet environnement, Santana, le jeune homme hormonal, se retrouva désensibilisé sexuellement. « C'est juste regarder un travail à la chaîne », dit-il. Au bout d'un moment, tu apprends que la chose la plus sensuelle, c'est l'innocence. Les premières années de Santana n'ont pas été sans leur lutte personnelle. Il a souvent été harcelé par un Américain qui l'a traversé à la frontière, une expérience traumatisante qu'il décrit comme choquante et angoissante. Ce traumatisme précoce l'a amené à consulter un thérapeute en 1995, encouragé par sa femme. Il a réfléchi à l'expérience, exprimant de la culpabilité et de la colère envers lui-même, une réaction courante face à une douleur insidieuse. La routine terrifiante a pris fin lorsque l'homme a vu Santana observer une femme par une fenêtre et la gifler. Comme Santana l'a expliqué, « Je l'ai regardé pour la première fois pour ce qu'il était, une personne très malade. » Malgré ses défis, Santana a excellé académiquement et artistiquement. Il a vécu dans le quartier de Mission à San Francisco, a obtenu son diplôme du James Lick Middle School et a quitté le Mission High School en 1965. Bien qu'il ait été accepté à l'Université d'État de Californie à Northridge et à l'Université Humboldt State, il a choisi de renoncer à l'enseignement supérieur pour poursuivre sa carrière musicale. Le légendaire guitariste s'ouvre aux médias en 2023 sur les moyens par lesquels il a pu se réconcilier avec sa situation des années plus tard. « Mon fils et moi parlions de cela hier, comment l'acceptation et le pardon sont vraiment spirituels, dit-il. J'ai appris à regarder tous ceux qui ont cherché à me faire du mal, à me rabaisser ou à me faire sentir moins, comme s'il avait 5 ou 6 ans, et je suis capable de les regarder avec compréhension et compassion. » Aujourd'hui, le musicien affirme qu'il est capable de voir la situation sous un nouvel angle, ce qui lui permet d'accorder à cet homme la grâce. Par exemple, cette personne qui m'a fait du tort, au lieu de l'envoyer en enfer pour toujours, je l'imaginais comme un enfant, et derrière lui il y avait beaucoup de lumière, dit-il. Je peux donc l'envoyer à la lumière ou l'envoyer en enfer, sachant que si je l'envoie en enfer, j'y vais avec lui. Mais si je l'envoie à la lumière, j'y vais aussi. Il continue. Il y a ce dicton. Les gens blessés blessent les gens. C'est ma douleur. Cela m'est bien arrivé. Mais si tu ouvres les mains et que tu laisses partir, tu ne ressens plus ça. Plus loin dans l'interview, le membre du Rock and Roll Hall of Fame évoque les pièges de la célébrité et comment il a appris à apprécier le succès qu'elle lui a apporté malgré les étouffements qu'il a ressentis au début. Maintenant, tout est un moment de plaisir parce qu'il y a encore un Carlos de 7 ans en moi qui regarde la vie en se disant « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» dit-il. « Je viens juste de commencer et tout m'a préparé pour ça. » Le lauréat de 10 Grammy Awards ajoute que son objectif est d'offrir de l'espoir et du courage aux gens, et qu'il s'en tient à une leçon apprise dans son enfance, offrir un câlin sincère à l'auditeur et valider son existence. Tomber gravement malade n'est jamais facile, mais pour Carlos Santana, cela est survenu à l'un des moments les plus décisifs de sa carrière. Au printemps de 1967, alors qu'il était encore au lycée et qu'il dirigeait le Santana Blues Band, il venait de franchir le pas, passant de musicien de rue à la scène principale, en ouvrant pour des groupes majeurs comme The Who. Ses performances avaient attiré l'attention de musiciens légendaires comme Steve Miller du Steve Miller Band et de l'icône du blues Howlin' Wolf, qui avaient tous deux invité le groupe de Santana à partir en tournée avec eux.
Malheureusement, la carrière naissante de Santana a été mise en pause lorsqu'il a été diagnostiqué de la tuberculose à seulement 19 ans. La maladie l'a conduit à l'hôpital général de San Francisco pendant 3 mois, où il a subi des traitements réguliers à la pénicilline. À un moment donné, le jeune guitariste a développé une résistance aux médicaments, ce qui a poussé le personnel médical à passer au streptomycine, qu'ils lui ont injecté dans les fesses, le rendant incapable de s'asseoir pendant des semaines. Malgré ces difficultés, Santana est resté concentré sur ses études, travaillant avec un tuteur pour finir ses études secondaires et a finalement obtenu son diplôme tout en étant encore hospitalisé. Après sa guérison, le groupe de Santana a sorti ses 3 premiers albums, mêlant jazz, rythme latin et rock psychédélique pour créer un son nouveau et extrêmement populaire. L'album éponyme du groupe a dominé les classements et a obtenu un statut de double platine, tandis que les albums suivants Abraxas et Santana 3 ont égalé ou surpassé son succès, atteignant tous deux la première place du Billboard 200 et obtenant des certifications de quintuple et double platine, respectivement. Cependant, le 4e album du groupe, Caravansérail, a marqué un changement radical. Sorti en 1972, il s'agissait d'un disque de jazz expérimental presque sans voix qui reflétait le spiritualisme croissant de Santana et une refonte presque complète de son groupe. Cela s'éloignait considérablement des tubes radio-friendly de leurs précédents travaux et Columbia Records était réticente. Selon Santana, le président du label, Clive Davis, avait averti que la sortie de cet album serait un suicide de carrière. Malgré l'opposition, Caravansérail est devenu un hit du top 10. 2 ans plus tard, la tension entre Santana et son label atteignit un nouveau sommet avec la sortie de Lotus, un album en direct qui était à l'origine un ensemble de 3 LP. Citant des préoccupations concernant le risque commercial d'un projet aussi coûteux, Columbia Records ne l'a sorti qu'au Japon, limitant ainsi l'exposition de Santana et son élan aux États-Unis. Il ne fut disponible dans le pays qu'après une réédition en CD en 1991, frustrant de nombreux fans américains qui ne pouvaient pas se permettre l'importation coûteuse. Les années 1990 ont été une décennie difficile pour Santana. Après la sortie de son 3e album consécutif sans certification or ou platine, Spirits Dancing in the Flesh, en 1990, Columbia Records l'a laissé tomber, mettant fin à leur relation de plusieurs décennies. Son album suivant, Milagro, en 1992, sorti par Polydor, a également été un échec commercial, et il s'est séparé de ce label également. À ce moment-là, Santana se retrouvait sans contrat d'enregistrement, les initiés de l'industrie le voyant comme un artiste dépassé. Malgré ses idées créatives, Santana a eu du mal à enregistrer sa musique. « Je sentais que j'avais un chef-d'œuvre de joie dans mon ventre », a-t-il raconté à Rolling Stone. En 1997, après le décès de son père José Santana, Carlos a connu un bas personnel. Le chagrin était tellement accablant qu'il ne pouvait même plus écouter de la musique. « J'étais engourdi », a-t-il avoué. Cependant, avec le temps et les encouragements de son épouse de l'époque, Deborah King Santana, il a fini par retrouver le désir de créer à nouveau. Elle lui a suggéré de se reconnecter avec Clive Davis, désormais cadre chez Arista Records. Cela a conduit à l'un des plus grands retours de l'histoire de la musique pop, la sortie de Supernatural en 1999. L'album, qui comprenait des collaborations avec de jeunes artistes pop et rock, s'est vendu à 13 millions d'exemplaires, a produit le tube mondial Smooth, qui est resté 12 semaines à la première place du Billboard Hot 100 et a remporté 8 Grammy Awards, consacrant le retour de Santana sous les projecteurs. Carlos Santana et l'ancienne Deborah King ont traversé ensemble de nombreux hauts et bas. Ils se sont mariés en 1973 et ont eu 3 enfants tout en affrontant les hauts des années 70, les bas des années 80 et la renaissance de Santana, le groupe, à la fin des années 90.
Partenaires dans les affaires comme dans la vie, ils ont ouvert une petite chaîne de restaurants mexicains, ont fondé une organisation caritative appelée la Milagro Foundation et en 1994, King a restructuré et sauvé les finances de son mari. « Je serais probablement un clochard si ce n'était pas pour elle », a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2000. Cependant, Santana n'a pas toujours été le mari le plus fidèle, comme l'a révélé King au San Francisco Chronicle, affirmant qu'après la naissance de leurs enfants, Santana couchait avec des gens sur la route. Après la sortie d'un mémoire, Space Between the Stars, qui détaillait cette infidélité, Santana a publiquement présenté des excuses à sa femme et à ses enfants pour ses indiscrétions. Toutefois, un peu plus de 2 ans plus tard, King a demandé le divorce, invoquant des différences irréconciliables. Santana a tourné la page. Carlos Santana savait exactement ce qu'il cherchait en matière d'amour et il l'a trouvé dans la batteuse de jazz Cindy Blackman Santana. Le membre du Rock and Roll Hall of Fame se confie en 2023 sur sa bien-aimée qu'il dit avoir prié après son divorce en 2007 avec sa première femme, Deborah King. « Je méditais et parlais à Dieu et j'ai dit « J'ai besoin d'une reine pour revenir à la maison et partager cela. L'amour est inconditionnel et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aime et grandisse avec moi, » raconte-t-il. Et tout d'un coup, voilà Cindy. La façon dont Cindy marchait, comme une femme de New York remplie de confiance. Je me suis dit, merde. Santana, dont la vie sera racontée dans le documentaire à venir Carlos, qui sera présenté en première le 17 juin au Tribeca Film Festival, et Blackman, une batteuse de jazz accomplie, se sont fiancés sur scène en juillet 2010 et se sont mariés en décembre de la même année au Ritz-Carlton de Maui, Hawaï. Il dit que le couple peut parler sans fin de musique, de Miles Davis à Jimi Hendrix, et apprécie également des voyages fréquents en Europe, où ils visitent des musées et discutent des artistes et créateurs géniaux comme Pablo Picasso, Léonard de Vinci et Igor Stravinsky. « J'ai toujours été fasciné par les femmes fortes parce que ma mère était comme ça, » dit-il. La façon dont Cindy me regarde, la façon dont elle me touche, c'est comme si elle était ma meilleure amie. Le lauréat d'un Grammy ajoute que leur bonheur conjugal s'est dissipé autour du pic de son album Supernatural en 1999, car il était souvent en tournée pour promouvoir l'album. Deborah m'a dit qu'elle pensait que je vivais la vida loca pendant qu'elle s'occupait des enfants et des affaires. Ce qui manquait, c'était notre temps, dit-il. Quand nous avons divorcé, c'était très douloureux. On aurait dit que quelqu'un m'avait ouvert le cœur et y avait injecté de la glace sèche. Je ne pouvais pas croire que c'était fini, car nous n'avions jamais connu le divorce dans ma famille. Plus d'une décennie plus tard, cependant, Santana est ravi d'avoir trouvé une seconde chance en amour. Je sais que j'ai reçu ce dont j'avais besoin et maintenant nous partageons notre vie, dit-il de Blackman. La carrière légendaire de Carlos Santana n'aurait peut-être pas pris la tournure qu'elle a eue sans une pause bien timée de la part du promoteur et manager, influent Bill Graham. À la fin des années 1960, Graham avait convaincu les organisateurs de réserver un nouveau groupe de San Francisco avec lequel il travaillait pour une performance à Woodstock. Ce groupe, dirigé par le guitariste virtuose de 22 ans Carlos Santana, n'avait pas encore sorti d'album, mais leur performance électrisante au festival a instantanément captivé le public. En l'espace d'1 an, Santana dominait les classements, et le groupe ainsi que Carlos Santana lui-même sont devenus des noms familiers. La connexion de Santana avec Graham est restée forte, au fur et à mesure que leurs carrières explosaient, solidifiant l'impact durable de Graham sur la vie du musicien. Ce lien profond a été tragiquement interrompu en novembre 1991 lorsque Bill Graham est décédé à 61 ans dans un accident d'hélicoptère à Vallejo, en Californie. Sa mort est survenue seulement 2 mois après celle d'un autre ami proche de Santana, le légendaire trompettiste de jazz Miles Davis. Submergé par le chagrin, Santana a joué lors d'un concert commémoratif pour Graham à San Francisco. En réfléchissant à ses pertes,
Santana a déclaré lors d'une interview en 1992 « Ils ont aiguisé ma ténacité, ils ont aiguisé mes convictions ». Le « il » faisait référence à Graham et Davis, deux figures influentes qui avaient façonné sa vie et sa carrière. Le parcours de Santana a été marqué non seulement par ses relations clés, mais aussi par des retrouvailles avec d'anciens membres du groupe. Marcus the Magnificent. Malone était l'une de ces figures, jouant de la percussion dans la première incarnation de Santana, connue sous le nom de Santana Blues Band, à la fin des années 1960. Cependant, en 1969, Malone a dû quitter le groupe après avoir été condamné pour homicide involontaire, ce qui l'a conduit à purger une longue peine dans la prison notoirement sévère de San Quentin. Après sa libération, Malone a disparu des radars publics pendant de nombreuses années, et Santana a perdu contact avec lui. En 2013, Santana a entrepris de retrouver son vieil ami, espérant se reconnecter. Dans un coup du sort, le reporter de la région de la baie de San Francisco, Stanley Roberts de KRON TV, a rencontré un sans-abri à Oakland alors qu'il travaillait sur un reportage sur le dumping illégal. L'homme prétendait être Marcus Malone, un ancien collaborateur de Santana. Au départ sceptique, Roberts a fait quelques recherches et a confirmé que l'histoire de l'homme était vraie. Avec l'aide de la gestion de Santana, Roberts a organisé une réunion émotive entre les deux musiciens. En parlant de cette réunion, Santana a décrit Malone comme une personne incroyable qui est très significative dans ma vie. La voix intérieure de Santana l'avait guidé pour aider son vieux ami. Quand je l'ai vu, ma voix intérieure me disait « Va le voir » et mets une enveloppe d'argent dans sa main. Je ne te dirai pas combien, mais je me suis assuré qu'il était pris en charge. Cette réunion touchante témoigne du profond sens de la loyauté et de la gratitude de Santana envers ceux qui ont joué un rôle dans son parcours, même si sa célébrité grandissait et que les années passaient. L'un des chapitres moins connus mais profonds de la vie de Carlos Santana fut sa période intense d'études sous la direction du gourou spirituel Sri Chinmoy. En 1972, Santana découvre Chinmoy à travers une photo qui appartenait au guitariste Larry Coryell. Santana se souvint plus tard qu'il pouvait ressentir l'intensité de l'homme juste à travers la photo. En octobre de l'année suivante, il est officiellement présenté au gourou par le guitariste John McLaughlin et une connexion immédiate se forme. Sous la direction de Chinmoy, Santana s'engage sur le chemin spirituel avec dévotion. Il se coupe les cheveux et rase sa barbe comme le lui a demandé le gourou, s'engageant pleinement dans ce qu'il décrira plus tard comme un camp d'entraînement spirituel. Son temps avec Sri Chinmoy fut plus gratifiant que toutes les choses que le monde avait à offrir, lui procurant un sentiment de but au-delà du succès matériel qu'il avait déjà accompli. Cependant, en 1977, la relation entre Santana et Chinmoy commence à se détériorer. Santana se sent de plus en plus mal à l'aise avec la manière dont Chinmoy traitait certains de ses autres disciples, ayant l'impression que tout ce qui était autrefois du miel se transformait en vinaigre. Ces doutes grandissants coïncident avec le départ de McLaughlin et Coryell du cercle spirituel de Chinmoy. Finalement, Santana décide lui aussi d'arrêter. Il part en tournée et confie à sa femme, Deborah Santana, qui était également une disciple de Chinmoy, qu'il met fin à la guidance du gourou. 4 ans plus tard, Deborah emboîte le pas et part également. Malgré leur départ, Santana garde une place pour Chinmoy dans son cœur, bien que la séparation n'ait pas été sans amertume. À son départ, Chinmoy aurait demandé à ses disciples de couper tout contact avec le musicien, mettant un terme douloureux à une relation qui avait été autrefois gratifiante. Bien que le parcours spirituel de Santana avec Chinmoy se soit terminé par la désillusion, il a continué à cultiver ses croyances personnelles, en dehors de toute structure formelle. Malgré ses années sous les projecteurs, Santana parle rarement de religion dans les interviews. Cependant, lors d'une interview en 2014 avec Rolling Stone, il a partagé ses vues sur la religion organisée, affirmant qu'il ne s'identifiait à aucune foi spécifique. Au lieu de cela,
Santana décrit sa philosophie spirituelle comme la volonté sacrée, la confiance divine, la perception parfaite, la certitude sacrée, la connaissance spirituelle, la conscience céleste, l'état de grâce et les pensées illuminées. Il exprime son inconfort face aux aspects fondés sur la peur de nombreuses religions organisées et adopte plutôt la célèbre parole de Bob Marley. « Libère-toi de l'esclavage mental », comme un appel à l'estime de soi et à la confiance intérieure. Bien que la relation de Santana avec la religion traditionnelle reste complexe, son amour pour Dieu reste inébranlable. Il ne s'aligne peut-être avec aucun système de croyance particulier, mais sa foi est profondément personnelle, ancrée dans le pouvoir de la prise de conscience de soi et de la connexion divine. Les sommets spirituels et les ruptures ultérieures, comme sa séparation avec Chinmoy, font toujours partie de la vie riche et multifacette de Santana, façonnant non seulement l'homme, mais aussi la musique qu'il continue de créer. Après que Deborah King Santana, l'épouse de Carlos Santana depuis 34 ans, ait demandé le divorce en 2007, son monde intérieur a sombré dans un endroit sombre et alarmant. La dissolution de leur long mariage le pesa lourdement, et il commença à sérieusement envisager de mettre fin à sa vie. Dans une interview de 2008 avec Rolling Stone, le guitariste légendaire révéla qu'il avait tenté de le faire 7 fois. Son tourment mental et émotionnel provenait non seulement du chagrin de son mariage raté, mais aussi de traumatismes profondément enracinés. En particulier le traumatisme qu'il avait subi enfant. À partir de l'âge de 10 ans, Santana souffrait régulièrement de douleurs infligées par un ami de la famille, une expérience douloureuse qui laissa des cicatrices profondes et le hanta tout au long de sa vie. Ce qui a finalement aidé Santana à émerger de cette période sombre, ce fut sa spiritualité et sa foi inébranlables. Il décrivit son parcours comme une bataille profonde, déclarant « Tu dois traverser la nuit, la plus sombre de l'âme, pour atteindre la lumière la plus brillante du jour. » Santana attribuait également le pardon comme une étape essentielle dans son processus de guérison. « Le pardon, mon ami, le pardon est incroyablement libérateur, » expliqua-t-il. En choisissant de pardonner, Santana trouva un sentiment de liberté qui lui permettait d'avancer avec un but renouvelé. Cet acte de pardon, couplé à ses croyances spirituelles, devint essentiel pour le guider à travers sa douleur et revenir à un endroit de paix intérieure, façonnant finalement la vision de la vie du musicien et son expression créative continue. Santana en arriva à un point où il réalisa que sa vie était entre les mains de Dieu, et non les siennes. Son passé sombre l'a aidé à faire confiance au plan de Dieu pour sa vie. Santana avait prévu de prendre sa retraite de musicien en 2015 pour devenir pasteur. Il a dit qu'il voulait aider les gens traversant des difficultés dans leur vie. Il ne sait toujours pas comment ce plan va se dérouler, mais il a déclaré « Dieu n'a pas fini avec moi ». La légende du rock Carlos Santana s'est effondrée sur scène à cause d'un épuisement dû à la chaleur lors d'une performance au Pine Knob Music Theatre en 2022. L'équipe médicale l'a rapidement escorté hors de scène sous les regards inquiets des spectateurs. Plusieurs participants ont ensuite rapporté que Santana semblait se remettre rapidement. Dans une vidéo partagée en ligne, on pouvait voir Santana saluer la foule tout en étant aidé à sortir, offrant ainsi un certain soulagement au public préoccupé. Dès que l'incident s'est produit, la foule a été invitée à prier pour le guitariste emblématique. Cependant, à l'époque, les détails exacts de son état n'ont pas été divulgués. Plus tard, sa gestion a pris la parole sur Facebook pour confirmer que Santana avait été submergé par l'épuisement dû à la chaleur et la déshydratation. Selon The Detroit News, Santana était en train d'interpréter sa chanson « Joy » lorsqu'il s'est effondré. Immédiatement après, les lumières de la scène ont été tamisées et une annonce a été faite pour informer le public que la performance était interrompue. Cet incident est survenu quelques mois après que Santana ait subi une chirurgie cardiaque en décembre 2021,
suscitant d'autres inquiétudes concernant sa santé globale. À la suite de l'effondrement sur scène, la gestion de Santana a décidé de reporter ses 6 concerts suivants, citant une prudence excessive pour la santé de l'artiste. La déclaration officielle expliquait que les médecins avaient conseillé à Santana de prendre du temps pour se reposer et se remettre complètement. Les fans du monde entier ont envoyé des messages de soutien saluant les contributions légendaires de Santana à la musique et lui souhaitant un prompt rétablissement. Santana lui-même est resté positif, remerciant ses fans pour leurs prières et exprimant sa détermination à revenir sur scène une fois sa santé stabilisée. Cet incident a servi de rappel frappant sur le prix physique que même les artistes les plus expérimentés doivent payer, particulièrement après des décennies dans l'industrie. La carrière de Carlos Santana est un voyage remarquable d'innovation musicale et d'influence, s'étendant sur plus de 5 décennies. Émergeant de la scène musicale dynamique de San Francisco à la fin des années 1960, Santana se fait connaître avec son groupe Santana Blues Band, qui deviendra simplement Santana. Leur premier album éponyme en 1969, mélangeant rock, blues et rythme latin, posa les bases du son révolutionnaire de Santana. L'album suivant, Abraxas, en 1970, proposa des succès comme Black Magic Woman et Oi Como Va, assurant ainsi leur place dans l'histoire du rock. La fusion par Santana de divers genres musicaux, y compris le rock, le blues, le jazz et la musique latine, lui valut une reconnaissance universelle. Son album de 1999, Supernatural, fut un moment décisif de sa carrière, mêlant le rock latin avec des sons contemporains et comprenant des collaborations avec des artistes tels que Rob Thomas et Dave Matthews. L'album rencontra un succès remarquable, remportant 9 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, et revitalisant sa carrière avec des hits comme Smooth et Maria Maria. Les contributions de Santana à la musique ont été reconnues par de nombreux prix. Il a remporté 10 Grammy Awards et 3 Latin Grammy Awards, reflétant sa polyvalence et l'attrait mondial de sa musique. En 1998, Santana et son groupe furent intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, un témoignage de leur impact durable sur la musique rock. Ses compétences exceptionnelles à la guitare ont également été célébrées par les critiques et ses pairs. En 2015, le magazine Rolling Stone classa Santana parmi les 20 plus grands guitaristes de tous les temps et en 2023, il fut classé 11e sur leur liste mise à jour. Ces distinctions soulignent son rôle influent dans la création du son moderne de la guitare. Tout au long de sa carrière, Santana est resté une force dynamique dans la musique mondiale. Même après avoir exploré une variété de styles et collaboré avec des générations d'artistes, il reste fidèle à ses racines, intégrant toujours des éléments de sa culture et de ses croyances spirituelles dans sa musique. Il n'est pas simplement un guitariste, mais un visionnaire dont l'impact sur la musique et la culture continue d'inspirer et d'influencer le monde.